Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler de géopolitique. Donc, mercredi, nous avons appris que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, avait restreint, voire complètement interdit l'entrée de ressortissants de certains pays sur le sol américain. Donc, on a cet article qui résume plutôt bien. Nous ne voulons pas d'eux. C'est une réplique qui circule pas mal en ce moment parce que c'est exactement ce qu'il a dit pendant son intervention. On va redescendre sur Terre, on va respirer un bon coup. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision et vous expliquer comment, en termes géopolitiques, décrypter une telle décision. Alors, on va commencer par lire cet article. Nous ne voulons pas d'eux, Trump interdit aux citoyens de 12 pays d'entrer aux États-Unis. Donc en fait, on a 19 pays au total, donc 12 pays avec une interdiction totale. Bien évidemment, il y a des exceptions et toujours des exceptions, mais dans les faits, c'est une interdiction totale d'entrée, donc ça concerne 12 pays, et 7 pays avec une interdiction partielle. Alors, Donald Trump a annoncé mercredi qu'il interdisait aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis afin de protéger le pays de terroristes étrangers, un travel ban qui rappelle son premier mandat et qu'il a justifié par la récente attaque dans le Colorado. Alors, en effet, il y a eu une attaque dans le Colorado, dans une ville qui s'appelle Boulder, il me semble, qui a fait une attaque qui a fait 16 blessés. Donc, c'est le contexte. Le contexte, c'est qu'il y avait une marche qui était organisée en solidarité avec les prisonniers détenus à Gaza, donc les prisonniers israéliens. Un malade a débarqué, il s'est mis à balancer des cocktails Molotov, sur les gens qui participaient à cette marche, et il attend d'ailleurs sa condamnation. Il a survécu à l'attaque, il attend sa condamnation, et apparemment, ça a justifié le fait de mettre en place ces restrictions. Je n'y crois pas une seule seconde. Je sais pas vous, mais je n'y crois absolument pas. Parce que le délai qu'il y a eu entre l'attaque du Colorado, ensuite le moment où on a eu la décision de la Maison-Blanche de l'interdiction dans ces 19 pays, c'était une histoire de 2-3 jours. L'attaque a eu lieu dimanche, il me semble, et c'est mercredi que Trump a annoncé ça. Donc je n'y crois pas du tout. Surtout que on va voir la décision après, mais les chiffres, les raisons qui sont exposées, les rapports, tout ce qui est mis en place, je ne crois pas une seule seconde que ça ait pu mettre 3 jours. Je pense que ça fait un moment, ça fait depuis bien plus longtemps que ça, à mon avis, ils y réfléchissent depuis que Trump a été élu, puisque c'est une espèce de réédition d'une décision qu'il avait déjà prise pendant son premier mandat. Donc, on retourne dans l'article, et surtout, je termine par ça, ensuite on poursuit la lecture. Le débile là qui a balancé des cocktails Molotov sur les gens, il était égyptien, et l'Égypte ne figure pas dans la liste des pays, que ça soit une restriction totale ou une restriction partielle. Alors, donc, je n'y crois pas. Pour moi, il y a d'autres raisons, y compris géopolitiques. Alors, cette interdiction qui sera effective le 9 juin, donc le lundi, s'applique à l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, etc. On reviendra sur ces pays après, vous en faites pas. Dans une vidéo publiée sur X, le président a assuré que la récente attaque terroriste à Boulder, dans le Colorado, avait mis en évidence les dangers extrêmes que représente pour les États-Unis l'entrée de ressortissants étrangers qui n'ont pas été correctement contrôlés. Nous ne voulons pas d'eux, a-t-il ajouté. C'est ça qui est bien avec le journalisme, c'est que y a toujours des petites répliques. On aime bien utiliser des répliques comme ça. Toujours une ligne éditoriale, toujours une ligne éditoriale, ne jamais l'oublier. Donc en effet, c'est ce que je vous avais dit, l'Égypte n'est pas concernée. Dimanche, un homme a lancé des engins incendiaires, machin truc, il avait crié Palestine libre lors de son acte. Cet Égyptien doit comparaître, il est accusé de crime motivé par la haine, ce qu'ils appellent un hate crime, qui est vraiment, c'est pour le coup juridiquement, c'est très très bien défini, ce que c'est qu'un hate crime. Au lendemain de l'attaque, la ministre de la Justice, Pam Bondi, avait annoncé ce qui semble être une horrible attaque antisémite. L'administration américaine a affirmé que l'auteur présumé de l'attaque était sur le territoire américain de manière illégale, son visa de touriste ayant expiré. Elle a toutefois reconnu qu'il avait demandé l'asile et qu'il avait obtenu un permis de travail. Donald Trump a comparé son travel ban aux restrictions efficaces qu'il avait imposées dans son premier mandat, c'est ce que je vous expliquais. Il a déclaré « Nous ne laisserons pas ce qui s'est passé en Europe se produire en Amérique. Nous ne pouvons pas avoir une immigration ouverte en provenance de pays que nous ne pouvons pas contrôler et filtrer de manière sûre et fiable. C'est pourquoi je signe aujourd'hui, mercredi, un nouveau décret imposant des restrictions d'entrée à des pays tels que le Yémen, la Somalie, Haïti, etc. » a-t-il continué. Donc en fait, cette image est, je sais pas pourquoi mon bloqueur de pub ne marche pas sur MSN. Donc, comment comprendre cette décision tout court. C'est pour le coup la décision,
c'est une décision qui est uniquement du ressort du président. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il peut faire plus ou moins un petit peu comme il veut, puisque c'est une décision de politique extérieure. Du coup, ce qui est à 100% entre les mains du président. La grosse différence entre la présidence en France et la présidence aux États-Unis, c'est que le président en France a des pouvoirs beaucoup plus diffus et un petit peu moins puissants, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Il a il a des compétences exécutives très bien définies. C'est le principe de la séparation des pouvoirs qui est la plus effective dans les régimes présidentiels, comme celui des États-Unis. Par contre, là où il a des pouvoirs, il a vraiment des pouvoirs. C'est vraiment un principe de séparation des pouvoirs. Il n'y a quasiment aucune confusion, ce qui fait qu'il y a des situations, ce qu'on appelle un shutdown, les moments où la branche exécutive et la branche législative n'arrivent plus à s'entendre. Voilà. En France, il y a des garde-fous. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Hein. Aux États-Unis, ils ont lu Montesquieu, ils ont lu l'esprit des lois de Montesquieu, ils se sont dit, on va faire exactement ça, c'est trop bien. Donc voilà. Alors, comment interpréter ces décisions de justice ? L'immigration est un sujet qui est à la fois un sujet de politique extérieure, mais surtout un sujet géopolitique. C'est un levier géopolitique. Celui qui est passé maître celui qui est passé maître dans l'utilisation de l'immigration comme un levier géopolitique, c'est clairement Erdogan, avec la Turquie qui est une espèce de porte. Donc, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Il y a 2 États en Afrique du Nord qui utilisent l'immigration pour soit faire pression, soit négocier. Bien évidemment, c'est l'Algérie et le Maroc par rapport aux États européens. Donc, je rentre pas dans les détails, mais sachez que l'immigration, ce n'est pas simplement c'est pas simplement quelque chose de politique extérieure. Faut jamais prendre les sujets comme ça, un sujet aussi prégnant que l'immigration. On parle quand même de déplacement de population, de déplacement de nationaux d'un État-nation à un autre. Ce genre de sujet, c'est pas léger du tout. C'est toujours très géopolitique. Donc, comment interpréter ces décisions de justice ? Contrairement à ce que veut nous faire croire Donald Trump, en fait là, en regardant, en écoutant les déclarations de Donald Trump, en lisant, je vous ai sorti la décision du site officiel de la Maison Blanche, qui a été rédigée. Enfin, c'est comme si c'était lui qui s'exprimait, alors qu'en fait, il l'a pas vraiment écrite. Hein, c'est pour le coup. Donc, en écoutant Trump, on se dirait que c'est simplement, en fait, il veut conforter sa base électorale. Et il y a de ça, bien évidemment, il y a de ça. Sauf qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours décrypter, il faut toujours avoir du recul, il faut toujours éviter d'interpréter ce genre de truc comme étant purement de la politique partisane. En fait, c'est l'angle qu'il essaie de lui donner. Il essaie de lui donner un angle politique purement politicienne, c'est-à-dire purement partisane. Voilà, je fais plaisir à mes électeurs. Alors que pas du tout. C'est très géopolitique. Je vous donne un simple exemple. Vu la liste des pays qui sont concernés, c'est clairement un message à Israël. J'ai pas envie de tomber pour moi, c'est forcément Israël. C'est un même, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans. Mais pour le coup, c'est bien évidemment, il y a de ça. Le fait que apparemment c'était pour en réaction à l'attaque qui a eu dimanche, non, absolument pas. Non. Oui, peut-être. Ils l'ont mis en avant. Ils se sont dit, là, c'est bon, c'est le moment. Maintenant qu'il y a eu cette attaque, on va en profiter pour justifier encore plus cette décision. Mais quand on voit la liste des États, alors ça sent un petit peu la guerre froide et ça sent un petit peu le conflit en cours. Donc il y a 3 types, j'ai fait une typologie, c'est-à-dire un espèce de classement des pays que je vais vous exposer maintenant. Alors, il y a 3 types d'interdictions. J'ai un peu mélangé les interdictions totales et partielles, c'est pas très important. Il y a 3 types de raisons qui sont évoquées. Enfin, 3 types de raisons qui sont évoquées. Non, plutôt 3 types de raisons, selon moi, qui justifient cette décision. Donc, mis à part tout le côté géopolitique, tout le côté migration, le côté, c'est un message clair envoyé à Israël pour montrer son soutien, parce que Trump est un énorme soutien d'Israël. Pour le coup, le soutien à Israël, c'est peut-être la chose en politique étrangère que Trump n'a pas changé. Parce que Trump, c'est un président que sur tous les aspects de la politique étrangère des États-Unis, en fait, entre les différents présidents qui sont républicains ou démocrates, en fait, de 1960 à 2016, l'élection de Trump, et j'inclus Biden là-dedans, j'inclus le mandat de Biden là-dedans, en fait, ça n'a jamais changé. Il y a des choses qui sont constantes dans la politique américaine. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont susceptibles de changer, sauf que les choses qui changent, c'est plutôt de la politique intérieure, c'est pas de la politique extérieure. La politique extérieure des États-Unis ne change jamais. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que le président
n'agit pas tout seul. Voilà. Je m'arrête là, mais c'est pour vous dire que les États-Unis sont historiquement l'allié avec un grand A numéro 1 de l'État d'Israël. C'est leur allié numéro 1. Donc, c'est pas déconnant. Et pour le coup, Trump a infléchi la politique extérieure des États-Unis sur plein de domaines, notamment avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec plein d'États. C'était un vrai isolationniste pour le coup. Tous les autres présidents qui se donnaient un air d'isolationniste, mais pas du tout. Ils ont multiplié les interventions extérieures, alors que Trump a tout fait pour limiter ça. Trump est un véritable isolationniste. Désolé, je suis conscient du truc là. J'essaie de régler les trucs en arrière-plan, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, je vous disais, Trump est un véritable isolationniste. Hein. C'est son slogan, clairement, c'est America First. L'Amérique avant tout. Les citoyens américains avant tout. Et les autres, je m'en moque, voilà, pour éviter d'utiliser un langage grossier, ce que j'ai fait beaucoup trop de fois, malgré le fait que j'essaie de vous dire que j'essaie de ne pas être grossier. Donc en fait, voilà, on va revenir, il y a 3 types de pays, donc je vous encourage fortement à aller lire cette décision, cette proclamation, ce communiqué de la Maison-Blanche, qui annonce la politique qui va être mise en place la semaine prochaine, à partir de lundi. Franchement, allez la lire, je vous parie ce que vous voulez. Ça, alors pour avoir déjà fait des relations internationales, ça sera étudié en relations internationales, cette proclamation, parce que c'est très intéressant, c'est riche d'illustrations en termes géopolitiques. Alors, donc il y a 3 types de pays. Pour moi, il y a les États en déliquescence, les États qui ne reprennent pas leurs citoyens expulsés ou alors sans visa, ce qui nous mène à une autre discussion, et les États, ce que j'appelle les États ennemis. La politique des rogue states, en gros, qui a après, à partir d'un événement qui s'est passé entre 2000 et 2002 que j'ai pas le droit de citer, à partir de ce moment-là, il y avait les rogue states et les good states, je sais pas comment on appelle ça, mais un rogue state, c'est ce qu'on appelle un État voyou. Donc voilà, pour le coup, ça qualifie réellement la politique des États-Unis, hein, ce qui est un peu normal vu que c'est un peu ça vient de la guerre froide, hein, c'est un peu le phare du camp capitaliste et qui maintenant se qualifie comme étant le défenseur. Sous Trump, c'est quasiment pas le cas, mais généralement, à part sous Trump, les États-Unis se qualifient comme étant les défenseurs dans le monde de la démocratie. Démocratie, c'est-à-dire vous faites comme nous, sinon il y a un tank qui va vous tomber sur la gueule. Donc parmi les États en déliquescence, bien évidemment, on compte le Tchad, qui est 10e sur ce classement. Le classement, c'est l'index des États fragiles qui est fait à peu près tous les ans. Sauf qu'en fait, les données qu'on a, c'est des données qui datent de 2007 à 2021. C'est peut-être pas nécessairement à jour, notamment dans certains pays du Moyen-Orient. Mais du coup, c'est un index, c'est une liste. Donc c'est une liste des États fragiles. Donc les États qui sont là, qui sont en tête du classement, c'est ce qu'on appelle les États en déliquescence. C'est-à-dire ils sont dans une situation critique à plusieurs égards, en termes d'état de droit, en termes de sécurité, d'armée, de conditions, de situation humanitaire. C'est vraiment un classement qui prend en compte énormément de variables. Ils sont assez transparents là-dessus. Hein, alors, pour le coup, c'est subjectif. Désolé, je suis un peu en train de faire n'importe quoi. Donc, franchement, allez voir cet index qui est trouvable très facilement sur Google. Hein. Vous tapez Fragile State Index et vous tombez là-dessus. Donc, on a le Tchad qui figure sur les États, qui n'a plus le droit d'envoyer des ressortissants aux États-Unis. Le Tchad est 10e sur le classement. On le retrouve ici. Ça veut dire que sur tous les États, c'est le 10e État le plus instable. On a bien évidemment la République démocratique du Congo. On a Haïti qui est en 9e position. Donc ça, ce sont des États, c'est un classement de 0 à 120. C'est-à-dire que si tu as un score, voilà, ça c'est le score global. Si t'as un score de 120, là il a un score de 111, un score de 120 ça veut dire que c'est un État qui n'existe pas, qui est uniquement gouverné par des milices qui n'arrêtent pas de tuer des gens. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est juste un extrême. Le premier État, donc l'État qui est le moins en déliquescence, c'est l'État de Norvège, qui est en 179e position. Ah oui, 179. Les États qui figurent là, ce sont uniquement les États reconnus par l'ONU, donc bien évidemment la Palestine n'en fait pas partie. Donc la Norvège qui a un score de 12. Donc un score de 0, c'est genre l'état parfait. Tout le monde va bien, il y a 0 crime, tout le monde mange à sa faim, tout le monde est lettré, voilà. Et cet index c'est très intéressant parce que bien évidemment on sent que c'est un index qui est très motivé par
une appréciation très atlantiste, très américaine de la chose, bien évidemment. Si t'es un ennemi des États-Unis, tu vas perdre quelques points, voilà, voire quelques dizaines de points. Donc ça, ce sont les États en déliquescence. Hein. Je vais pas parler de tous les États qui figurent sur la liste. Hein. La liste, elle est là, vous pouvez aller la consulter sur le site de la Maison Blanche. Donc, on a également la deuxième catégorie dans ma typologie, ce sont les États qui ne reprennent pas leurs citoyens expulsés ou leurs citoyens sans visa. Pour le coup, c'est un truc qui peut se vérifier assez facilement. Hein. On a la Birmanie, on a la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée. Alors, est-ce que je peux vous montrer un exemple ? Voilà. Donc, pour la Burma, ça veut dire la Birmanie. Il appelle les anglophones l'appellent aussi Myanmar pour une raison qui m'échappe. Honnêtement, ma géographie de l'Asie s'arrête là. Donc, ici, la Birmanie, c'est un très bon cas pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est que d'après la décision, donc d'après Donald Trump, d'après l'administration de Trump, la Birmanie, le problème de la Birmanie, ce qui justifie le fait d'interdire les ressortissants qui viennent de ce pays-là, c'est que ils ont visa overstay rates of 27%. Ça veut dire que 27% de ceux qui ont un visa qui est expiré restent aux États-Unis. Et ensuite, il nous explique que la Birmanie, historiquement, ne coopère pas avec l'administration des États-Unis pour récupérer leurs removable nationals, ça veut dire les gens qui soit ont reçu une expulsion, soit ont un visa qui est expiré. Et là, on entre dans une discussion qui touche aussi l'Europe. Hein. Comment expulser, comment appliquer des expulsions ? Comment faire en sorte que quelqu'un qui n'a plus de visa, qui n'a plus d'autorisation de séjour, reparte dans son pays. C'est le casse-tête pour tous les ministères de l'Intérieur en Europe occidentale. Pour une raison qui va vous paraître mesquine, mesquine féminin de mesquin, pas rien à voir avec le mot misquine en arabe francisé. C'est l'arabe qui est parlé par les gens en France qui veulent insérer quelques mots d'arabe pour paraître cool. Je ne vise absolument personne. Donc, c'est une raison qui est vraiment débile. En fait, c'est tout simplement que les compagnies aériennes ne veulent pas prendre ces mecs-là. Quelqu'un qui est expulsé, par exemple, je prends la France pour recevoir une OQTF. Alors, il y a une différence entre visa expiré et OQTF. Hein, c'est vraiment pas du tout la même chose. Hein. Il y en a qui retournent, typiquement, il y a des gens du Maghreb qui retournent chez eux parce que leur visa est expiré, parce qu'ils ont fini ce qu'ils avaient à faire. Notamment, je pense aux étudiants, des gens qui sont professionnels, des gens qui sont en mission, ce genre de choses. Mais par contre, OQTF, faut vraiment le mériter. Hein. Pour le coup, moi vraiment j'y crois. Hein. Pour avoir une OQTF, il faut vraiment le mériter. C'est hardcore. Ça veut dire que ceux qui reçoivent une OQTF sont généralement des criminels endurcis. Donc, les compagnies aériennes ne veulent pas accueillir ces gens-là dans leurs avions. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles les OQTF sont impossibles à appliquer. Dans ce cas-là, il faudrait que, typiquement, il faudrait que Retailleau fasse pression, pour parler un petit peu de la France, il faudrait que Retailleau fasse pression sur les compagnies aériennes pour que ces compagnies prennent des mecs qui sont en EQTF. Le problème, c'est que c'est des mecs dangereux. Et pour le coup, j'ai du mal à l'admettre parce que moi généralement, je suis quelqu'un qui est plutôt, je suis plutôt pour une politique migratoire restrictive, mais pour le coup, c'est un petit peu compréhensible en fait. Désolé, hein, moi je suis dans un avion parce que je veux aller voir ma famille. Franchement, j'ai pas envie de me retrouver avec un mec dangereux à côté de moi. Donc, c'est un énorme problème. Après, un État est censé garantir la sécurité de ses citoyens. Donc, le fait que un État n'arrive pas à appliquer des expulsions, c'est la faute de l'État. Et sauf que les États-Unis, c'est autre chose. Hein. Les États-Unis, c'est autre chose parce que c'est à peu près la même problématique, mais en pire, parce que les États-Unis se reçoivent toutes les nationalités. Toutes. Je pense que la raison pour laquelle ils ont émis ces interdictions, on va revenir à l'écrit de la décision, c'est qu'ils se reçoivent toutes les nationalités et surtout les États-Unis, surtout par rapport aux États qui ne reprennent pas leurs citoyens expulsés ou leurs citoyens sans visa. Le problème, c'est que les États-Unis sont un État où il y a énormément de surveillance, où c'est un État qui protège énormément ses frontières à tous les égards. Tous les égards. Les États-Unis n'ont pas commencé à être protectionnistes avec Trump. Et les États-Unis, c'est pas parce que c'est un pays qui est très très libéral au niveau économique qu'ils sont pas protectionnistes. Hein.
Il n'y a aucun pays qui protège son économie comme les États-Unis. Bon, bien évidemment, il y a des extrêmes comme la Corée du Nord, peut-être, ou l'Iran. Mais les États-Unis sont très, très, très protectionnistes au niveau économique. Et au niveau des gens, c'est la même chose, hein. On n'a pas attendu Trump pour avoir une immigration très, très, très restrictive aux États-Unis. Il faut avoir des fonds. Enfin, là, je parle de ceux qui viennent légalement. Pour ceux qui viennent illégalement, et ça pose un problème aussi parce qu'il y a certains pays qui rendent impossible le fait de vérifier l'identité des gens. Je pense à l'Afghanistan, je pense à... On va revenir à ces États-là après. Les États-Unis se retrouvent à accueillir des gens qui viennent de pays qui n'ont pas d'administration qui fournissent des passeports ou des cartes d'identité ou des trucs comme ça. Ce qui fait, et ça motive la décision de Donald Trump. Donc, voilà. On passe à la troisième catégorie, ce sont les États ennemis. Je vous cache pas, j'étais vraiment surpris de savoir que ces pays-là étaient concernés parce que je ne savais pas que les ressortissants de ces pays-là avaient le droit d'entrer aux États-Unis. L'Iran, par exemple, l'Afghanistan, Cuba. Cuba fait partie des pays, pour le coup, où c'est une interdiction partielle. Voilà. Ça, Cuba, c'est interdiction partielle. Donc le Laos, Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan, le Venezuela. Je ne savais pas qu'un Vénézuélien pouvait légalement entrer aux États-Unis. Après, la décision, ça concerne ceux qui sont illégaux autant que ceux qui sont là légalement. Donc les gens qui sont les sans-papiers, ils sont concernés également. En fait, je savais pas que les gens de ces pays-là, ce sont historiquement des rogue states, des États qui sont soit alliés à la Russie, soit alliés à la Chine, soit qui sont juste des États ennemis des États-Unis. Je ne savais pas qu'ils avaient la possibilité de venir. Donc en fait, là pour le coup, c'est purement géopolitique, c'est purement subjectif, hein. C'est les États-Unis qui envoient un signal à ces pays-là pour leur dire, vous, stop, c'est mort. Ça confirme, ça fait que prolonger la politique extrêmement protectionniste de Donald Trump. Donc, que retenir de cette décision ? Vous aurez remarqué que j'essaie d'être le plus objectif possible. Pourquoi ? J'essaie de faire la même chose à chaque fois qu'on a un sujet comme ça qui déchaîne les passions. Quand on parle d'immigration, de Donald Trump, des États-Unis, de géopolitique, justement de géopolitique concernant les États-Unis, ça déchaîne toujours toutes les passions. Donc, apprenons à être objectifs. C'est pour ça que je vous encourage fortement à aller lire la proclamation sur le site de la Maison Blanche. Comme ça, vous aurez plein d'éléments pour analyser et vous faire votre propre avis. Donc, si la vidéo t'a plu, mets un pouce vers le haut. Appuie sur le bouton j'aime, laisse un commentaire pour me donner ton avis ou juste un commentaire pour me dire ton plat préféré, tout ce que tu veux si t'es arrivé jusque là. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!